J'ai vu Insaisissable 3 et j'ai trouvé ça cool, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à redire. Vous m'excuserez, il y avait pas grand-chose qui sortait cette semaine. Il y avait Les Aigles de la République, mais je l'ai déjà vu en avant-première il y a un mois à un festival et j'ai trouvé ça génial, mais du coup j'ai déjà fait une review Letterboxd complète et je vais pas en faire une vidéo. Et là il y avait Insaisissable. Et c'était la plus grosse sortie de ce mercredi. Je dis que je m'excuse parce que j'ai l'impression que c'est un peu un plaisir coupable, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais j'ai pas l'impression que les deux premiers films soient si appréciés que ça du public. Après je dois avouer que le premier il est sorti, j'étais au milieu du collège et le deuxième j'étais au milieu du lycée et je les ai pas revus depuis. Donc c'est un souvenir un peu lointain, mais moi j'avais trouvé ça sympa, c'est des blockbusters qui sont plutôt divertissants, qui sont amusants, qui sont ludiques. Parce que déjà le concept est génial, enfin des magiciens, braqueurs, communistes, j'en rigole, mais c'est pour dire que c'est des sortes de Robin des Bois qui vont voler seulement des personnes corrompues, ultra riches, pour redistribuer leur richesse au public. Et voilà quoi, le fait que ce soit juste des magiciens dans le concept, il y a de quoi faire quelque chose de très amusant, d'un peu spectaculaire, de surprendre le spectateur avec la magie du cinéma, littéralement. Et je trouvais que ça passait, il y a un plutôt gros casting à chaque fois. Dans le premier, il y avait Mark Ruffalo, Michael Caine, Mélanie Laurent, et le quatuor principal, Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher et Luigi Mangione. Non, je déconne, c'est Dave Franco, le frère de James Franco, mais ça m'a fait bugger tout le film, je trouvais qu'il ressemblait vachement à Luigi Mangione. Et on va dire que ça va avec le message politique et économique du film. Bon, évidemment, c'est pas des blockbusters d'auteur, parce que ça existe, hein, un film d'auteur n'est pas forcément un film indépendant. Déjà par le fait que aucun film ne soit réalisé par le même mec, c'était déjà le cas avec d'autres sagas comme Alien par exemple. Là, le premier, il est réalisé par Louis Leterrier, qui est un Français, et qui a une carrière assez amusante pour qu'on s'y attarde. Bon, déjà, c'est un Nepo Baby, le mec, son père, il était réalisateur, sa mère costumière. Il a commencé comme assistant réalisateur sur Alien 4, justement, on parlait d'Alien, ou sur Last Action Hero de John McTiernan. Et le truc qui l'a beaucoup aidé, c'était le fait d'être assistant monteur sur Astérix Mission Cléopâtre. Vous avez déjà vu Louis Leterrier sans le savoir, parce que c'est lui qui fait un caméo en jouant Où est Charlie dans le film. C'est lui là, c'est marrant. Il a rencontré Luc Besson sur le tournage parce que Luc Besson était venu aider Alain Chabat sur la séquence du chantier parce qu'il y avait beaucoup trop de figurants à gérer. Et donc il a rencontré Louis Leterrier et lui a passé le scénario du Transporteur. Et c'est un peu le film qui l'a propulsé à Hollywood et lui a permis après de faire Le Choc des Titans, L'Incroyable Hulk, la série Dark Crystal sur Netflix qui est peut-être le meilleur truc qu'il ait réalisé, à mes yeux en tout cas. Si vous l'avez pas vu, regardez ça. C'est un préquel du film de Jim Henson, il n'y a pas à l'avoir vu pour regarder la série. Ou encore Fast and Furious 10. Ça vous fera rire peut-être, mais actuellement Fast and Furious 10, ça reste le film le plus cher de l'histoire réalisé par un Français. C'est fou. Louis Leterrier, le mec qui a fait Insaisissable le tout premier, on n'a jamais eu un Français qui a réalisé un film aussi cher de l'histoire, même Luc Besson. Vous pourrez briller en soirée en revoyant Mission Cléopâtre et en vous disant que voilà, ce mec-là, à partir de ce poste sur Astérix, il a fait Insaisissable. Et le truc, c'est que Louis Leterrier, c'est un peu représentatif de toute la saga, quoi. C'est un artisan, c'est un faiseur, c'est un yes man. Donc on peut pas dire que c'est des blockbusters très intelligents, avec une patte très personnelle et des thèmes récurrents. Ça se veut être des divertissements à la con, comme ça. Et dans leur genre, je trouve qu'ils y arrivent très bien. Ça passe. C'est tout le temps too much, genre c'est clairement... Quand je dis que c'est des magiciens, c'est censé être des prestidigitateurs. Sauf que parfois, ce qu'ils font, c'est pas de la magie, c'est de la sorcellerie. Et du coup, c'est vraiment trop drôle. À regarder, c'est pas non plus des nanars, quoique, mais c'est tellement trop. C'est tellement too much que c'est au moins amusant. Après, il y a eu le 2 qui était réalisé par John M. Chu, qui là est pas revenu sur le troisième parce qu'il était occupé sur les deux parties de Wicked. D'ailleurs, il y a le 2 qui sort dans une semaine là, qui introduisait Daniel Radcliffe en antagoniste parce qu'il a joué Harry Potter et vu que c'est un film sur des magiciens, c'est drôle. Et donc là, le 3, il est fait par Ruben Fleischer, lui aussi un artisan, à qui on doit Uncharted, le film, qui était très raté à mes yeux. Et pourtant, j'aime beaucoup les films d'aventure, mais là, non, c'était pas possible. Et surtout, qui a fait Zombieland déjà avec Jesse Eisenberg et Woody Harrelson. Donc il connaît les comédiens principaux et il peut les diriger un peu à sa guise. Donc là, Insaisissable 3, ça parle de quoi? C'est un peu Insaisissable l'héritage. En gros, on a 3 nouveaux magiciens qui sont des personnages fonction, un peu comme les 4 premiers finalement. Il y a la pickpocket qui est agile, qui fait des cabrioles et qui sait bien se battre, qui est jouée par Ariana Greenblatt, que vous avez vu dans Barbie ou Ahsoka, c'est elle qui joue Ahsoka jeune, c'est elle. Ensuite, il y a le nerd qui est trop fan de magie, il connaît tout et il est un peu timide parce que c'est un geek et c'est
c'est lui qui place tous les mécanismes derrière la scène parce qu'il veut pas être sur la scène parce qu'il est trop shy, et qui est joué par Justice Smith, que vous avez pu voir dans Détective Pikachu ou I Saw the TV Glow par exemple. Et puis il y a Dominique Sessa, qui est Shaggy de Scooby-Doo, mais version aigrie, un peu tête brûlée, et qui est censé être un peu le leader du groupe imitateur, que lui vous avez pu voir dans Winter Break par exemple. Et donc là, ces nouveaux braqueurs, ils sont amenés à recruter le quatuor principal, les cavaliers, pour voler un diamant à Rosamund Pike, l'antagoniste, qui est une capitaliste qui exploite une compagnie minière en Afrique du Sud, comme le faisait le père d'Elon Musk, et dont l'argent est blanchi en vendant les diamants à des terroristes et des nazis, comme le faisait le père d'Elon Musk. Et du coup, nos protagonistes doivent voler le diamant pour revendre le butin aux autochtones sud-africains. Mais évidemment, ça va aller plus loin que ça va pas se passer comme prévu, et je vais pas spoiler. Le premier truc qui saute aux yeux, c'est que le film a plus de 10 ans de retard, je dirais. Mais pas dans le sens négatif. En fait, si vous êtes nostalgique des blockbusters du début des années 2010, de leur sincérité candide et de leur ridicule assumé, presque auto-parodique, je pense que vous pourrez vous amuser. Parce que c'est pas cynique, et en même temps c'est un peu risible, c'est un peu, je sais pas si vous voyez, les TikTok de mecs qui imitent les codes d'écriture de séries Disney Channel, ou de films américains clichés. Bah, on dirait que le film est une auto-parodie, ou qu'il est écrit de cette manière-là. Il y a tout un moment qui se passe en France, je sais pas si les acteurs sont vraiment français ou s'il joue très très mal. Après, je sais que le réalisateur il est pas français, donc diriger des acteurs en français c'est difficile, mais c'est compliqué. Je dis pas que le reste du casting joue mieux, loin de là. Ils en font tous des caisses. Toute l'écriture est stéréotypée as fuck. Genre les relations entre les personnages sont grave prévisibles, les chutes des blagues sont grave prévisibles, toute la structure du film, son ambiance, son énergie, la manière dont parlent les personnages, les dialogues, on dirait un blockbuster qui serait sorti en 2013 quoi. Je trouve que c'est un divertissement qui fonctionne, il y a des idées qui sont cool, il y a un moment où ils vont dans un château. Il y a des références dans certaines salles à Moritz Cornelis Escher, à Inception. Il y a une course-poursuite à un moment qui joue sur l'illusion d'optique avec un décor où la profondeur est cassée. C'est un peu la technique qui a été utilisée sur Le Seigneur des Anneaux pour qu'il y ait certains acteurs qui paraissent plus grands que d'autres. Parce que du coup, ils sont sur un décor qui est au premier plan et qui est plus élevé que leur interlocuteur qui est plus bas et en arrière-plan. Bah, il y a une course-poursuite qui joue là-dessus, dans le délire magique, illusion d'optique, prestidigitation. C'est cool. Il y a une petite scène aussi en plan séquence de battle de magie de prouveur qui est en faux plan séquence. Il y a une coupe qui se devine à un moment. Je trouve que d'un point de vue spectaculaire, idée de tour de magie, c'est cool. Vu que le film en fait des caisses et qu'il l'assume et qu'il a aucune prétention, bah il est pas si détestable que ça. Il est risible, il est con, mais il est un peu attachant à sa manière. Tout le monde en fait trop, mais personne a l'air vraiment cynique. On va dire que ça passe. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le film. C'est déjà pas mal. Ciao!